Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Heureux de vous retrouver pour cet heureux exercice hebdomadaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission, j'allais dire point 7, qui fait le point de l'actualité de la semaine. Et avec beaucoup de tristesse, mercredi dernier, on a été arrosé par cette nouvelle triste qui nous est venue de l'étranger. Notre consoeur aînée, Annick Ballet, n'est plus de ce monde. Elle est partie un jour de la mort, le 14 février 2024. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir au Peggy Ludovic Dagba, bonsoir à toutes et à tous. Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir Peggy Ludovic Dagba et je salue tous les auditeurs, ceux qui nous suivent actuellement et ceux qui nous prendraient éventuellement au vol. Ishola Djiguin, alors vous, dites-moi, comment avez-vous appris la nouvelle, la triste nouvelle? Non, je crois à l'instar de nombre de mes confrères, toutes catégories confondues, et c'est avec beaucoup d'émoi et dans une certaine grisaille que nous avons tous été surpris par la disparition brusque de notre aînée, doyenne, grande sœur et tout. Et donc, elle est partie désormais, laissant derrière elle les autres confrères. Elle nous a laissé, j'allais dire, orphelins. Les autres confrères qui sont encore en activité, je voudrais tout simplement prier Dieu pour que il l'accueille, n'est-ce pas, dans la félicité éternelle. Voilà ce que j'ai à dire rapidement. Amen. Alphonse Maurice Soudé, je ne vais pas vous demander comment vous connaissez Annick Ballet, mais quel effet cela vous a fait d'apprendre que cette grande dame de l'univers médiatique béninois, de l'univers télévisuel béninois est partie? Écoutez, ceux qui sont de ma génération, qui suivaient régulièrement l'ORTB, devaient remarquer cette dame-là, elle a de la personnalité. Elle a de la personnalité, elle a fait preuve d'une certaine densité culturelle. Et quand vous l'écoutez, vous constatez que cette dame-là, elle maîtrise ce qu'elle dit. Et puis, quand je dis qu'elle a une force de caractère, elle ne se laisse pas marcher dessus. Bon, en tout cas, elle a marqué sa génération, elle a marqué la profession, surtout dans cette maison qu'on appelle la télévision nationale. Et je dis, à un moment donné, elle a disparu des écrans de l'ORTB pour un certain nombre de petits soucis. Et je dis, paix à son âme, que son âme repose en paix. Mais j'aurais souhaité parce que ces derniers temps-là, nous perdons dans la presse, nous avons perdu il n'y a pas longtemps Jérôme Carlos, qui était un monument, et je dis la même chose de Annick Ballet. Bon, moi, je suis resté dans la même rue que sa maman, quelque part à Jéricho, donc de temps en temps, sa maman qui était chef district, de l'époque, donc je la voyais de temps en temps. Chef protocole du président Mathieu Kérékou. Et après, je l'ai connue quand elle est rentrée à l'ORTB, elle animait bien, elle était très gentille. Ceux qui l'ont côtoyée vous diront que elle a ses principes, mais elle a aussi un cœur. Donc je voudrais que après son décès, que plusieurs autres Annick Ballet puissent se révéler dans la presse béninoise, parce que de jour en jour, il faut le reconnaître, les compétences féminines sont en train de disparaître. Je ne sais pas ce qui se passe, je n'en vois plus, les compétences féminines dans la presse, ça disparaît. Donc il faudrait que... Vous voulez parler dans l'audiovisuel? Oui, dans l'audiovisuel, non. À la télé, à la radio. Télé, surtout à la télé. Je voudrais que nos jeunes sœurs puissent travailler, parce que la seule chose par laquelle on peut vous respecter, c'est le travail bien fait. C'est ce que vous avez dans la tête. Et je voudrais que les femmes sachent que aucun homme ne se lèvera et leur donnera le pouvoir
que ce soit dans la presse, hein, si vous ne vous battez pas, si vous ne montrez pas aux gens que vous avez quelque chose dans la tête et dans le ventre, vous avez beau avoir la plus belle des voix, la plus belle des plumes, si vous ne vous battez pas. Cette dame-là, elle s'est battue. La preuve, elle a quitté le RTB pour une chaîne internationale. Donc, c'est à cause de ses compétences que les gens lui ont fait appel. Donc, je voudrais que toutes les femmes de la presse béninoise, que ce soit de la presse écrite, que ce soit de la presse audiovisuelle, puissent désormais, que chacun se dise, avant mon départ de cette terre, je dois marquer mon existence de façon positive. Et là, quand même, c'est triste que de ces genres d'icônes, hein, ces personnalités qui, franchement, devraient pouvoir aider la jeune génération à s'éclore, à s'approprier les fondamentaux du métier. Moi, je me souviens encore, hein, comme si c'était hier, de ces débats qu'elle animait, où elle, franchement, elle n'était pas du tout, effrayée. Elle n'avait pas froid aux yeux de poser les questions directes aux ministres et autres députés, aux personnalités politiques, même au chef de l'État. Moi, je me souviens un peu de ces plateaux avec les anciens chefs d'État et même celui qui est là. Donc, je pense quand même que Annick Balin a marqué son temps, comme vous l'avez dit. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que, eh bien, ces genres de personnalités puissent laisser quand même, on va dire, des traces qui vont inspirer, qui vont en apprendre à leur suivant. Vous savez ce qui ternit l'image des hommes, des professionnels du média dans ce pays? Quand vous avez travaillé et que vous n'avez pas une coloration politique, le régime en place vous met à la poubelle. Moi, j'ai connu des gens de la génération de Annick Balin. C'est vrai que peut-être ceux qui sont un peu plus âgés, vous avez les deux frères Migan, ouais. Vous avez André-Marie Johnson, vous avez Annick Balin, vous avez Pélagie Soloté, vous avez de ces femmes-là qui vous ont marqué sur la télévision nationale. Mais du jour au lendemain, ces personnalités-là ont disparu. Alors que on devrait, moi je crois que il faut créer des écoles de formation pour que ces gens-là qui ont fait leurs preuves, parce que l'éducation par l'exemple, ceux qui ont fait leurs preuves, et que on permette à un journaliste qui officie sur la presse nationale, la presse publique, de ne pas pouvoir être d'accord toujours avec le régime en place. Parce que quand vous regardez beaucoup... Vous voulez créer l'incident. C'est pas question d'incidence. Parce que vous voyez, quand vous ne pouvez pas jouer au perroquet, vous êtes obligé d'accepter qu'on vous range au tiroir. C'est comme ça sur la chaîne nationale. Si vous ne pouvez pas jouer au perroquet, vous êtes obligé d'accepter d'être rangé au placard. Et beaucoup ont été rangés au placard comme ça. Mais ça fait que il y a plus de l'émulation, il y a plus cette envie. Nous, c'est vrai que la différence d'Argenté et moi, c'est pas beaucoup, mais on voyait ces gens-là qui vous donnaient envie. Non seulement de lire, parce que pour animer un certain nombre de débats, il faut avoir de la culture, de lire, et de manipuler la langue française. Donc aujourd'hui, il faut créer de l'émulation. Et pour créer de l'émulation, il faut exploiter, si vous voulez, ces gens-là qui ont fait leur temps et qui aujourd'hui, qui ont été cachés aux oubliettes. Il faut les sortir. Ils peuvent apporter beaucoup à la génération, parce qu'aujourd'hui, la presse est devenue une porte ouverte à tout le monde. Hein. On y entre comme on veut, quand on veut, on vient chercher le numéraire et puis on vient dans la presse pour s'enrichir. Ces gens-là ont travaillé avec abnégation. Ces gens-là ont travaillé avec une abnégation et ils n'avaient que pour seul souci de réussir la mission qu'ils se sont donnée, parce qu'en ce temps-là, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, bon, il faut que ces douaniers-là se retrouvent dans un creuset et apporte un peu la formation à la génération montante, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a vu avec ces gens-là. Vous voyez, Annick Balin posait des questions osées, à qui de droit. Sans cligner des yeux. Oui, droit dans les yeux. Elle posait des questions osées. Aujourd'hui, sur la chaîne nationale, combien de journalistes peuvent poser des questions osées? C'est difficile, donc je voudrais que ces icônes-là ne disparaissent pas comme, on dirait, des étoiles filantes. Dans la presse nationale, surtout à l'ORTB, on dirait des étoiles filantes.
Les gens viennent, ils font le temps. Et un beau matin, vous apprenez ils ont été rangés à la production ou bien quelque chose parce que on n'est pas d'accord avec le plus de position sur le plateau. Ça n'arrange pas le régime en place. Non, c'est pas possible. Si c'est blanc, il y a des gens qui sont nés pour dire que c'est blanc parce que c'est blanc. Mais il y a des gens qui sont nés pour dire que c'est rouge alors que c'est blanc. Donc, on peut pas demander à tout le monde de farder la vérité. Donc, il faudrait parce que quand elle a disparu, pour moi, j'ai dit, c'est bien après que j'ai appris qu'elle était malade. Et finalement, la maladie a raison d'eux. Mais les gens qui ont la même compétence, qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est ça au Bénin. C'est ça. Un certain Nikes Miguel, par exemple, dont on n'entend plus du tout parler. J'en profite pour quand même lui faire un gros coucou. Mais Nikes Miguel a eu quelques soucis de santé. Entre-temps, il a eu quelques soucis de santé, mais personne. C'est ça, en réalité, c'est quand vous êtes la vedette, tout le monde vous aime. Mais quand vous n'êtes pas d'accord, moi, je le dis, quand vous travaillez dans un organe public, supervisé par le régime en place, vous êtes obligé parfois d'avaler votre honnêteté, votre fierté pour faire le jeu de ceux qui sont pour. Mais quand vous refusez, vous êtes carrément rangé. On a vu ça. Il faut qu'on arrête un jour avec ça. Parce que ceux-là, les Nikes Miguel, quand même, c'est pas un petit morceau, c'est un gros poisson. Ils sont les Marcel Beria, il y a des gens qu'on ne voit même plus, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Il faut que l'État, quand même, un jour se dise, dans les pays que nous voulons imiter, regardez les grandes chaînes, ils rendent toujours hommage à ces gens-là. De temps en temps, on les invite sur les plateaux pour animer des émissions. Mais ici, vous n'êtes pas d'accord avec le régime, vous devenez objet de musée. Récemment, j'ai suivi avec beaucoup d'enthousiasme. Même ça me faisait venir des larmes aux yeux. Le départ, je crois, à la retraite d'un agent, je crois que ça doit être TF1 ou bien France 2, je me souviens plus. Il a présenté son dernier journal et voilà, toute l'équipe de réalisation l'a rejoint sur le plateau, la directrice de la chaîne, les collaborateurs et tout. Et puis c'était vraiment un gros bouquet fidèle pour lui. C'était vraiment beau, c'était fabuleux. Et sur la Diguin, qu'est-ce que vous retenez finalement, Annick Ballet? Non, écoutez, nous sommes dans un pays où les valeurs sont très tôt enserrées et jetées aux oubliettes, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes sur les écrans que tout le monde vous adule, vous apprécie, et n'est-ce pas, vous appelle, n'est-ce pas, à poursuivre, n'est-ce pas, dans cette dynamique. Mais dès lors que vous disparaissez des écrans pour une raison ou une autre, plus personne ne se souvient de vous. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le pays, malheureusement. Et ce qui me chagrine un tout petit peu dans notre paysage, dans le microcosme médiatique béninois, c'est cette manie, n'est-ce pas, à ne pas préparer la relève. Est-ce qu'elle a préparé la relève? Je ne saurais le dire avec exactitude. C'est vrai que les péripéties sont là et nous les connaissons toutes, hein, mais pour autant... Vous les voici, elle a formé des gens, mais elle en a formé beaucoup. Oui, elle en a formé, effectivement, mais elle a même été... elle a été choisie comme, comment vous appelez, mentor. Et elle a également été choisie comme référence à la tête de plusieurs promotions de jeunes générations qui ont été formées en la matière. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent, nous n'avons pas le réflexe, n'est-ce pas, de la relève. Nous n'avons pas le souci de la relève. Et c'est le mal est congénital. C'est pas seulement dans la presse. Dans la plupart des secteurs, cela se passe ainsi, hélas. Et donc, si elle avait effectivement préparé quelqu'un qui pourrait, n'est-ce pas, à qui elle a transmis in extenso, n'est-ce pas, c'est toutes les ressources qu'elle a pu, n'est-ce pas, engranger dans le secteur, au travers, n'est-ce pas, de son degré de culture. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne sentirait pas, à vrai dire, sa disparition. Mais hélas, puisque, comme l'a dit tout à l'heure mon cher aîné Soudé, nous sommes dans une maison où ça se passe comme dans le monde à l'envers, pour des raisons politiciennes ou politiques, vous êtes très tôt jetés aux orties, on vous jette aux oubliettes et puis ça passe, et puis on est même prêt à aller chercher ceux qui sont nuls et médiocres pour venir vous remplacer.
et fait ce que vous faites très bien de cette façon, de façon médiocre. Et ça enchante parfois certains qui, pour une raison ou une autre, pour des raisons de proximité avec l'establishment, s'en réjouissent et s'en lassent à volonté. Et donc, désormais, il va falloir faire en sorte que on ait beaucoup d'Annick Ballet au sein de la corporation. Je pense surtout aux femmes. Il faut qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'elles prennent leur destin en main, qu'elles ne se fassent pas reléguer au second rang pour que elles ne retrouvent pas toutes leurs, j'allais dire, toutes leurs forces, n'est-ce pas, au sein de la corporation, puisque bon, c'est aussi un mal. Les femmes ont souvent cette manière, n'est-ce pas, de se faire reléguer au second rang ou au dernier rang. Elles se disent souvent qu'elles ne sont pas capables autant que les hommes, mais alors que c'est très faux. Le cas Annick Ballet est là, donc c'est là têtu. Et donc il faudrait que beaucoup de professionnels de médias au féminin, n'est-ce pas, s'inspirent, n'est-ce pas, de son exemple pour évoluer et pourquoi pas avoir beaucoup d'autres Annick Ballet. D'accord. Avant de fermer cette page-là, je voudrais avoir une pensée positive pour un monsieur que vous connaissez très bien qui s'appelle Jérôme Kassa. Jérôme Kassa qui, depuis la fermeture de Soleil FM de Sika TV, qu'on ne voit plus sur les plateaux de radio et de télévision, voilà ce qui se passe au Bénin. Du jour au lendemain, les compétences disparaissent parce que il ne peut plus travailler. J'ai une pensée positive pour lui, j'ai une pensée positive pour les confrères, pour tous ceux qui travaillent dans le groupe La Gazette du Golfe, qui aujourd'hui ne peut plus vivre de leur plume. C'est l'occasion aussi d'avoir une pensée pour eux, parce que ce qui arrive là-bas est affligeant. Oui. Franchement, je ne sais pas comment ils s'en sortent maintenant, ces frères, ces confrères. Vous savez, j'ai la chair de poule parce que quand j'ai eu la chance d'avoir animé des émissions sur cette chaîne-là, Golf TV a été fermé dans les mêmes conditions que Soleil FM, que Sika TV. À un moment donné, l'employeur n'a plus les moyens de continuer pas payer les salaires en l'air, est obligé de faire un licenciement collectif. Vous imaginez un père de famille qui n'a plus de boulot, et je crois que pour tous ces confrères-là, j'ai une pensée pour eux. Je dis, il y a un temps pour tout. Le temps de travailler, le temps de perdre son travail, le temps de ne pas perdre espoir. Moi, je dis à tous ceux-là qui ont travaillé dans des organes de presse qui ont été fermés, je leur demande de garder haut le temps. Le jour viendra où chacun de nous reprendra son travail. Je crois qu'ils n'ont pas à se reprocher quoi que ce soit. Ils ont fait le travail dans la dignité, mais les réalités sociopolitiques n'ont pas permis à une chaîne de radio, de télévision d'évoluer. Donc, à tous ceux-là, je leur souhaite beaucoup de courage et je dis le meilleur reste à venir. Merci vraiment de penser à eux, parce que c'est quand même le moment pour ne pas trahir, pour ne trahir aucun secret. C'est mon ancienne maison et ça déchire, ça me déchire le cœur. Ce qui arrive à mes confrères de ce côté, à mon tour de les encourager aussi et de leur dire on ne perd pas espoir. Demain sera meilleur forcément. Des portes vont s'ouvrir par la grâce de Dieu. Et franchement, tenez bon les gars. Ishola Djigan, je ne sais pas si vous avez un mot. Oui, avant tout, je voudrais également souhaiter que ces confrères ne perdent pas espoir. Il faudrait qu'ils pensent reprendre, n'est-ce pas, du poids de la bête, qu'ils aient de la motivation, qu'ils se disent que tout n'est pas encore perdu. On peut reprendre, n'est-ce pas, du poids de la bête. On peut revenir en force parce que c'est une situation dont ils payent la folle enchère alors qu'ils n'en sont pas les véritables auteurs. Et donc, ils ont fait leur travail dans la dignité, dans la déontologie, dans les exigences, n'est-ce pas, de la corporation. Et donc, si cela leur arrive aujourd'hui, il faudrait qu'ils gardent la tête haute et se dire que demain sera meilleur. Et donc, sur un autre pan, ce qui leur arrive aujourd'hui est symptomatique, n'est-ce pas, de
de cette turpitude qui nuit un tout petit peu à la coopération dans notre pays. Tout se passe comme si nous sommes dans un monde à part entière, ou entièrement à part, j'allais dire, parce que vous savez, j'allais dire, depuis que cela s'est produit, il n'y a pas eu la moindre réaction des confrères, à ce que je sache. On devait en principe se donner la main, n'est-ce pas, s'unir et aller contre cette décision comme cela se passe sous d'autres cieux. Ça aurait été, n'est-ce pas, dans un pays, même d'à côté, il y aurait eu des réactions. Je me rappelle qu'au Sénégal, le cas Walfadji, je crois, il y a quelques années, même récemment, au cours de je crois c'est au cours de cette semaine que la mesure de fermeture a été levée parce que le pouvoir en place a éteint rapidement le signal à cause de certains mouvements qui ont éclaté à la suite du report décidé de la présidentielle par Macky Sall. Oui, of course, vous faites bien de le rappeler. Je me rappelle aussi, étant un pays putschiste, en Guinée, nous savons ce que le responsable syndical, n'est-ce pas, des journalistes, tout ce qu'il a vécu, il a été embastillé, mais les réactions ne se sont pas faites attendre, les confrères ne se sont pas fait prier, n'est-ce pas, pour rester vent debout contre cette décision. Et puis, vous savez, la suite. Et donc ici, cela nous manque. Je ne sais pas pourquoi ça se passe ainsi. Il semble que... Vous avez perdu votre voix. Bon, je ne sais pas. Vous l'avez vendue, on dirait. Bon, en tout cas, personnellement, je n'ai vendu aucune voix. Ça aurait été un certain Ichola à la tête de l'UPMB ou d'une fêtière, mais ça se passerait pas ainsi. Je vous le jure, ça se passerait pas ainsi parce que ce qui se produit aujourd'hui, et si nous ne disons rien, écoutez, on vient chercher une personne aujourd'hui, tu ne réagis pas, demain on vient chercher une autre personne dans la même famille, tu ne réagis pas, mais un jour on viendra te chercher aussi et personne ne réagirait. C'est un peu la situation qui se produit au sein, malheureusement, de notre corporation, et il va falloir que les confrères en prennent conscience, n'est-ce pas, pour revoir les choses, et refaire l'aiguillage qu'il faut, revoir, n'est-ce pas, notre fusil d'épaule, notre manière de faire, afin que nous ne soyons plus victimes, nous ne soyons plus otages, n'est-ce pas, d'un système politique, quel que soit. Écoutez, désormais, j'invite les confrères, n'est-ce pas, à prendre pleinement la mesure de l'enjeu, à prendre pleinement la mesure du défi qui nous attend pour que désormais, on n'ait plus ces genres de turpitude, on n'ait plus ces genres de situations malencontreuses, n'est-ce pas, et ces genres de situations, j'allais dire, qui affament, n'est-ce pas, les confrères, alors que sous d'autres cieux, cela ne se passe pas ainsi. Et puisque nous n'avons rien inventé, écoutez, nous avons hérité, n'est-ce pas, c'est un système, la presse, c'est pas les Béninois qui ont inventé la presse, nous l'avons hérité, n'est-ce pas, des autres pays, et donc nous avons intérêt, n'est-ce pas, à faire aussi comme eux, et s'organiser, et même mieux qu'eux, pour que désormais ces genres de situations ne nous arrivent plus. Alphonse Maurice Soudé, une dernière question qui m'est venue à l'esprit. Avons-nous perdu le sens de toute lutte dans ce pays parce que je n'avais plus à rien comprendre? Vous savez, moi j'ai déjà... c'est quand vous avez vécu ça que vous saurez ce que ça fait. Les autres n'ont jamais pensé que... Personne ne pense qu'il va perdre son boulot. Moi, je me rappelle comme si ça date d'hier où nous avions fini une émission qu'on appelle Boulevard des Opinions. Nous sommes rentrés chez nous et quelques heures après, on ne nous envoie pas courrier accéléré que, bon, après des 0 heures, vous cessez d'émettre. Vous avez quitté la radio à 21h30, 22h et vous ne saviez pas que vous n'alliez pas officier le lendemain. Et qu'à 0 heure, qu'on vous dise, il n'y a rien. Et puis bon, ceux qui doivent parler ont parlé, ceux qui ne doivent pas parler ont décidé de ne pas parler. C'est ça la réalité. Les gens pensent que ça ne peut qu'arriver qu'aux autres.
c'était Soleil FM, c'était Sika TV, c'était la Nouvelle Tribune, c'était tous les organes, personne n'a rien dit, les fêtiers se contentent de prendre des communiqués, basta, on oublie le reste. Aujourd'hui, c'est Golf. Vous savez le nombre de personnes qu'on a jetées à la rue, vous savez le nombre de bouches qu'on vient de fermer, parce que derrière chaque employé, il y a des bouches. Il y a des familles. Il y a des familles, il y a des bouches qu'on nourrit. Et voilà, tu rentres, tu es obligé de dire à ton épouse, maman, j'ai plus de boulot, en pleine année scolaire. En pleine année scolaire où on n'a même pas encore payé la deuxième tranche. Vous savez ce que ça fait comme effet? Vous avez la rage au cœur. C'est révoltant. Mais malheureusement, depuis la situation du groupe La Gazette du Golfe, j'ai pas entendu les gens parler. J'ai juste entendu le préfet de Littoral dire des choses. Bon, comme on dit souvent, le temps est le père de la vérité. Et je dis, il faut que désormais, on se réveille. Et j'ai vu depuis avant-hier, c'est même plus qui me l'a envoyé, j'ai vu circuler dans les groupes l'engagement pris par le candidat Patrice Talon lors de la campagne électorale, de ce qu'on allait faire de la presse. Et quand je suis ça, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux. Je dis désormais, comme Nicolas Sarkozy le dit en France, on nous a tous niqués, tranquillement, quoi, sans vaseline. On nous a fait miroiter le beau, et puis la presse, comme... Non, le chef de l'État a semblé quand même donner, une issue où il dit, bon, même si, qu'il ne sait pas si la grâce pourrait permettre de régler ce problème. Donc, il est peut-être ouvert, même à ce niveau. Je parle bien du discours tenu lors de la campagne électorale de 2015-2016. La vidéo circule actuellement, et puis j'ai dit, mais où est passé cet engagement? Où sont passées ces promesses faites à la presse? Parce que suite à cette promesse-là, les hommes de médias ont dit, voilà quelqu'un qui enfin, qui veut, parce que c'était supprimer les peines privatives de liberté, machin, mais après on nous a flanqué quoi? La loi sur le numérique, hein? Et puis bon, moi quand on parle de la loi... Qui nous a retiré ce qui a été concédé par la loi sur le code de l'information et de la communication. C'est tout, parce que vous voyez, je dis une chose, si vous n'avez jamais été interpellé pour ça, moi j'ai été interpellé. Je sais de quoi je parle. Quand vous êtes interpellé, que vous êtes assis devant des gens qui vous posent des questions, je crois que vous perdez l'appétit. Donc, quand les gens ne se retrouvent pas dans la situation que vous avez vécue, ils prennent pas conscience. Tout à l'heure, l'a dit, si vous êtes là, on vient arrêter on a arrêté la première personne. Vous êtes 5, on vient arrêter la première personne, on vient dire, on a arrêté la deuxième, on a arrêté la troisième, on a arrêté la quatrième. Quand on va venir vous arrêter, il n'y aura plus personne là. Vous dire, on a arrêté. Donc, il faudrait que chacun de nous taise son ego pour dire, attention, on est en train de fermer les grands groupes de presse. Qu'est-ce qui va rester? Parce qu'aujourd'hui, que les confrères m'en excusent, les gens passent à leur pitance. On dit non. Chacun sauve sa tête. C'est pas ça. Ok, sauve ta tête. Si on devait faire de l'individualisme, il va arriver un moment donné où bon, et c'est parce que la coopération est divisée contre elle-même que les gens arrivent facilement à nous atteindre. Donc, j'inviterai les uns les autres. Moi, je n'espère même pas être responsable d'une fête que ce soit. Moi, je dis que chacun exerce sa compétence. Et qu'on se soutienne, parce que c'est ça qui manque. Ouais, bon, moi, j'ai des amis, Valentin Djibouti, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et quand vous rentrez dans la maison, vous allez voir tout ce qu'on appelle personnel. Parce qu'au-delà de ce que nous voyons à l'écran, il y a les hommes de l'ombre, il y a les gardiens, les agents d'entretien. Parce que quand on ferme tout un groupe de presse, c'est quand même toute une maison. Donc, je crois que ce monde n'a pas eu le choix. Il ne pourrait plus continuer à payer les salaires en l'air. Bon, on va voir. Peut-être que le chef de l'État quelque chose fera tic dans sa tête pour qu'on puisse revoir le sort. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de voix discordantes. Il n'y en a plus tellement. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est qu'on était foutus, quoi. On était foutus. Merci beaucoup. Merci vraiment, chers confrères, de vous être étendus sur ce sujet poignant. C'est notre sujet, ça nous regarde. Il n'y a que nous pour en parler. J'espère que les pouvoirs publics ont suivi et feront vraiment ce qu'il faut. Revenons maintenant à l'actualité politique qui continue toujours d'être tenue par, bien sûr, la révision de la Constitution. Le chef de l'État a dit qu'il n'était demandeur d'aucune révision pour perdurer au pouvoir. Mais voilà que l'initiateur persiste et signe. Je ne retire pas. Hassan Seibou. Non, entre ce que dit le chef de l'État et ce que dit Hassan Seibou,
C'est quoi? Le chef de l'État a dit qu'il ne veut pas de la révision de la Constitution. Cela ne veut nullement dire qu'il est contre la révision de la Constitution. Si il y a des... Mais il a bien dit, je ne veux pas qu'on touche même à une virgule de la Constitution. Mais au final, si on y touche et que ça ne va pas à l'encontre de son souhait, il ne dira pas non. Et quand vous regardez un peu, moi, c'est... Mais sérieusement, Alphonse Moïse Soudé, est-ce que, puisqu'il ne veut pas, il n'aurait pas instruit pour qu'on retire quand même ce texte-là, cette proposition? Vous savez, la Cour constitutionnelle a fait une injonction à l'Assemblée nationale par rapport à la légalité des parrains pour le duo présidentiel de 2026. Parce que tous les maires ne se seraient pas déjà installés, n'auraient pas été installés avant que la date de clôture du dépôt de dossier pour la présidentielle ne soit venue à son terme. Donc, on a dit qu'il faut régler ce problème. Moi, c'est naïvement quand je dis, pourquoi l'Assemblée nationale n'engage pas le débat sur le travail qui a été demandé par la Cour constitutionnelle et qu'ensemble nous puissions constater que ce travail qu'on leur demande là, ils ne peuvent pas faire ce travail sans donner, comme je le dis, un coup de pied dans la Constitution. Regardez bien, regardez le développement du chef de l'État. Le chef de l'État souhaite vivement que ce soit les élus de 2026, c'est-à-dire les maires et les députés de 2026, qui parrainent le duo présidentiel. Oui. On sommes d'accord. Mais regardez la proposition de Hassan Seibou. Hassan Seibou, qu'est-ce qu'il propose? Il propose que l'on organise d'abord la présidentielle et après on va organiser les autres élections pour permettre au chef de l'État élu d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale et de maîtriser la majorité des maires. Donc, entre ce que Hassan Seibou propose, l'honorable Hassan Seibou propose, et ce que souhaite le chef de l'État, c'est pas la même chose. Parce que pour Hassan Seibou, c'est que c'est ceux qui sont là actuellement, c'est-à-dire les maires actuels et les députés actuels, c'est eux qui vont parrainer le duo présidentiel. Parce qu'il a dit, il faut organiser d'abord la présidentielle. Donc, c'est ceux qui sont là, lui, il garde le statu quo, c'est-à-dire que ceux qui sont là aujourd'hui, les 109 députés de l'Assemblée nationale et les 77 maires, voilà ceux qui seront les plus cotisés, quoi. Voilà ceux qui vont octroyer le parrainage. C'est ce que lui dit, mais le chef lui dit non. Moi, je souhaiterais que dans le réglage, qu'on donne la possibilité à ceux qui seront élus en 2026, c'est-à-dire que les nouveaux maires, les nouveaux députés installés, parce que tant que vous n'avez pas été installé, vous n'avez pas prêté serment, votre mandat n'est pas en début d'exercice. Donc voilà. Mais en d'autres termes, Alphonse Moïse Soudé, qu'est-ce que cela cache? Je vais vous dire ce que les Béninois veulent comprendre. Pourquoi telle option et pas telle autre option? Et que cache chaque option? Le chef de l'État passe ce talon, il connaît un peu la mentalité des hommes politiques béninois. Il sait que à la veille de son départ, à la veille de la fin de son second mandat, comme je le dis, il y a des rats qui vont quitter le navire. Les rats quittent le navire. Ils ne sont plus obligés de faire sa volonté. Donc, du coup, les parrainages pourraient lui échapper. D'accord. Les parrainages pourraient lui échapper. Parce que ce n'est pas évident que dans les positionnements, que tous ces maires-là... Si on maintient les députés actuels et les maires actuels. Oui, maintenant, si on doit aller dans le même sens que le chef de l'État, ce n'est pas évident que les députés actuels et les maires actuels soient repositionnés sur les nouvelles listes de 2026. C'est ça la réalité. Mais avec la proposition de Hassan Seibou, les actuels maires et les actuels députés, ils ont la force de dire, désormais... quitte à eux de ne pas être positionnés sur les listes pour les législatives et les municipales, mais ils auraient déjà utilisé leur parrainage pour imposer le candidat. Donc, ils peuvent échapper toujours au chef. Et ça, c'est symptomatique de la démocratie en Afrique. Quand vous êtes en fin de mandat, vous perdez beaucoup de soutien parce que l'homme politique... On n'avait plus la puissance qu'il faut. Oui, et l'homme politique, déjà, il se repositionne sur l'échiquier par rapport au nouveau candidat. Donc, le chef de l'État ayant compris, puisque ceux qui sont... Le chef de l'État, quand il a accédé au pouvoir en 2016, n'avait pas un seul député à l'Assemblée nationale. Vous avez vu la suite. Tout à fait. Vous avez vu la suite. Vous avez vu la 7e législature dirigée par M. Dieng Koumoudi. Qui c'est qui a initié les débats? Ça a commencé de là. Le chef de l'État n'avait aucun député. Mais pourtant, il a facilement maîtrisé cette Assemblée nationale-là. Et c'est cette Assemblée nationale qui a bloqué les deux premières révisions, en 2017-2018. Et on a vu ce qui s'est passé en 2019. Donc, il a compris que
si vous n'avez pas vous-même votre majorité, vous n'avez pas des députés à qui à votre cause, des maires à qui à votre cause, à la veille, même s'ils sont à votre cause, à la veille de votre départ, ils se disent, on n'a plus rien à gagner avec lui. Basta, quoi. Il faut cotiser une nouvelle femme. Et c'est ce qui se passe en politique. Donc, Hassan Seibou confirme ça. Il confirme. Lui, il dit pas les nouveaux députés, hein. Il va même pas dans ce sens. Lui, bouge seulement les élections. Il dit, il faut organiser la présidentielle avant les autres. Mais le chef de l'État dit, il faut organiser les autres avant la présidentielle pour permettre aux nouveaux maires et aux nouveaux députés de parrainer le duo. Donc, vous voyez, je me dis, où nous sommes dans ce que j'ai appelé quelque part la politique spectacle, c'est un jeu de rôle, on s'est distribué les rôles, où carrément les députés décident de s'affranchir, ils tiennent tête au chef, parce que le chef n'a plus rien à leur donner. C'est ça la réalité. Donc voilà, on attend, parce que moi ça m'embête un peu que la Cour vous ait donné une injonction, que vous balayez du revers de la main, vous n'en parlez même pas, et vous introduisez une loi qui va à l'antipode de ce qu'on vous demande. Non, il faut d'abord commencer là-bas. Parce que ce que je crains, est-ce que si l'injonction de la Cour n'est pas respectée, est-ce que la Cour ne finira pas s'imposer? Qui vous souvient, vous avez vu ça, ce qu'on appelle le certificat de conformité. Donc, il faut pas que le schéma là revienne, parce que la Cour a dit quelque chose. Si vous n'obtempérez pas, est-ce que la Cour n'a pas la possibilité de s'imposer à vous? Est-ce que c'est pas à ce schéma-là qu'on veut aboutir? Voilà des questions qui méritent des réflexions. Ishola Diguin, je ne sais pas si vous allez tenter l'aventure de nous apporter quelques réponses, quelques réflexions à ces questions soulevées par Alphonse Moïsoulé, votre vis-à-vis. Non, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, me mettre à ressasser tout ce qui a été dit, toutes les démonstrations, les très belles démonstrations, palpitantes démonstrations qui ont été faites par mon ami Soudé tout à l'heure. Mais je voudrais dire, n'est-ce pas, ajouter ceci sans exégèse que le jeu qui est actuellement en cours par rapport à la proposition de loi Hassan Seibou cache bien quelque chose. Il y a anguille sous roche. Dès lors que le chef de l'État dit « Je ne voudrais pas qu'on touche même à une seule virgule de la Constitution » et que l'intéressé persiste et signe qu'il faudra désormais, n'est-ce pas, faire passer la loi, et il y a un problème qui se pose. À sa place, j'aurais eu, n'est-ce pas, un petit tic dans le subconscient et même passé nuitamment pour aller retirer tout simplement ma proposition de loi. D'accord? Et nous concentrer désormais sur l'injonction, les différents points soulignés par la Cour constitutionnelle pour nous donner, n'est-ce pas, des injonctions à corriger. Actuellement, cela ne se fait pas. Comme l'a dit mon cher aîné Soudé, on n'en parle même pas. Et on l'a jeté quelque part là. Et puis, ce qui préoccupe à leur niveau, c'est la révision constitutionnelle. Vous avez suivi également, comme moi, la réaction des OSC, les organisations de la société civile, réunies au sein de l'organisation de suivi du Parlement, je crois, hein. Elles ont donné de la voix à travers, ou j'allais dire par le biais de l'ONG Social Watch, qui a fait des clarifications à ce propos. Elle a dit, n'est-ce pas, que nulle part la décision DCC, n'est-ce pas, 24001 de la Cour constitutionnelle n'enjoint, n'est-ce pas, au Parlement de procéder à la révision constitutionnelle. Il y a un problème, n'est-ce pas, au niveau du code électoral. C'est juste ce problème-là qu'il faut corriger. Et on n'a pas besoin d'aller encore brandir quoi que ce soit au niveau de la Constitution. Cela cache bien, à ce niveau-là, cela cache bien quelque chose. Et nul ne peut dénier à quiconque le droit, n'est-ce pas, de leur prêter des intentions, de leur faire, n'est-ce pas, ce procès de tendance, qui a bien quelque chose qu'il veut, n'est-ce pas, peut-être... on ne sait jamais parce que on nous a, n'est-ce pas, accoutumés à voter, n'est-ce pas, les lois nuitamment. Et dans un pareil contexte, on nous a accoutumés, on a accoutumé tout le peuple à n'est-ce pas, à voter les lois nuitamment. Et on fait passer cela en force, comme on le dit. Et vous vous rappelez, n'est-ce pas, comment cela a été le cas dans ce pays où le chef de l'État, après plusieurs tentatives, n'est-ce pas, n'est pas parvenu, n'est-ce pas, à réviser la Constitution. Et vous avez vu, n'est-ce pas, la thérapie
n'est-ce pas, qu'il a amené en son temps. Vous avez vu avec sa majorité, ses militaires et tout. Vous avez vu comment ça a été le cas, n'est-ce pas? Et puis, on passe, n'est-ce pas, à un parlement monocolore. Et vous savez toutes les conséquences que cela, n'est-ce pas, a fait jaillir négativement, n'est-ce pas, sur notre démocratie. Vous avez vu comment cela a sapé l'image de notre démocratie, l'image du laboratoire de la démocratie que mon pays a incarné pendant des siècles. Et aujourd'hui encore, il a suffi. Écoutez, d'ailleurs, à ce niveau, je vais le rappeler rapidement, ouvrir cette parenthèse, Candide Azanaï, qui a fait avec eux et qui ont continué, n'est-ce pas, à soupçonner sa proximité avec le pouvoir actuel, a déjà attiré l'attention du peuple béninois là-dessus. Il a sonné le tocsin, mais cela n'a pas semblé émouvoir aucun observateur au sein de la République. Et puis aujourd'hui, nous y voilà. Il a dit qu'ils vont trouver, n'est-ce pas, un quidam qui va écrire, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle pour faire une injonction au Parlement pour dire de réviser tant. Et dès que cela sera mis en branle, ils vont en profiter, n'est-ce pas, pour parler de la révision de la Constitution. Ils vont même prendre des initiatives dans ce sens. Et voilà, le cas Hassan Seibou est patent. Donc, désormais, il faudrait que, dès lors que tout le monde redoute quelque chose à ce niveau-là, il va falloir laisser tomber, ranger cette histoire, ce machin de proposition de loi, je ne sais quoi, ranger cela au placard, et puis passer à autre chose, passer à plus sérieux au sein de la République, passer, n'est-ce pas, à des questions beaucoup plus préoccupantes. Je crois, comment vous appelez, le parti RN, n'est-ce pas, a été les tout premiers à avoir alerté l'opinion par rapport à ça. On dit, mais actuellement, ce qui préoccupe, c'est pas ce qui urge au sein de la République, ça n'est pas, évidemment, la révision constitutionnelle, mais faites en sorte, travaillez de manière à améliorer le panier de la ménagère. Vous voyez toute la galère ambiante qu'il y a dans le pays, où le Béninois moyen a des problèmes aujourd'hui pour se nourrir. Accomplir les 5 besoins fondamentaux de l'homme. À ce niveau-là, il y a un problème. Voilà les questions les plus urgentes auxquelles il faut s'attaquer. Et non une révision constitutionnelle. Encore que le chef de l'État dit, bon, je n'en suis pas demandeur, cela suffit tout simplement pour que notre Hassan Seibou, je ne sais quoi, aille réviser et retirer tout simplement son machin au niveau du Parlement pour que ce débat-là soit clos, n'est-ce pas? Que les députés fassent le débat en leur sein là-bas pour corriger juste, n'est-ce pas, faire les réajustements que la Cour constitutionnelle les a enjoints de faire. Tout simplement. Sinon, persister, n'est-ce pas, ou s'obstiner à faire voter cette loi, n'est-ce pas, donnerait raison à ceux qui pensent que ces députés, la majorité présidentielle, travaillerait, n'est-ce pas, pour un 3e mandat, offrir un 3e mandat au chef de l'État. Contre son gré? Ah non. Comment voyez-vous? Écoutez, le monsieur a dit publiquement qu'il n'en veut pas. Écoutez, une chose est de dire publiquement que je n'en veux pas, mais l'autre chose est d'agir en sourdine. C'est sa majorité. En l'état actuel, qu'est-ce qui l'empêche de dire à M. Hassan Seibou, à partir du moment où je ne suis pas demandeur, j'aurais préféré que vous retirez tout ça. C'est sa majorité. Il le dit, sauf qu'il n'a pas d'injonction à lui donner. Vous savez qu'il y a la séparation des pouvoirs. Et l'autre, c'est un député, l'autre, lui, il est le président de la République. Il n'a pas d'ordre à donner. Juridiquement, c'est 2 pouvoirs distincts. Oui, je n'en disconviens pas, mais il y a ce qu'on nous a appris sur les bancs à l'université. Il y a le rapport Parlement exécutif. Oui. À ce niveau-là, la collaboration peut amener, n'est-ce pas, le chef de l'État. Qui est bien organisé. Et dans aucun texte, on a vu que le député doit recevoir des injonctions. Non, il n'y a pas de la République. Écoutez, il n'y a pas d'injonction à faire ici. Nous sommes en politique. Et tout peut arriver. D'accord? Il n'y a jamais en politique. Selon vous, on peut violer les tests. Mais on peut s'entendre. Mais à partir du moment où il y a un problème, on peut s'entendre pour violer la loi. On peut, par exemple, dans le cas d'espèce,
On peut opter pour une loi dérogatoire. On dit, bon, d'accord, voilà, on s'entend, voilà le problème qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas retoucher à la Constitution. Voilà. Et donc, désormais, bon, entendons-nous pour trouver un palliatif là, une loi là, et puis rapidement vote, pour dire, bon, désormais, voilà ce que nous allons faire. Et puis après 2026, on s'assied pour, n'est-ce pas, pour revoir les choses. Je vais prendre l'avis de Alphonse Maurice Soulé. Est-ce qu'il est d'accord avec ce que vous dites? Moi, j'ai déjà développé à plusieurs reprises sur plusieurs plateaux mon point de vue. Je dis la révision opportuniste de notre Constitution n'est pas à l'ordre du jour. Dans les mesures où les réformes introduites en 2019, où est-ce que ça a créé comme tollé? Vous savez, vous voyez tout ce que ça a fait. C'est suite à cette révision-là qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu la vie, il y a des gens qui se sont retrouvés en prison. Donc, je dis, il faut qu'on s'asseye. Il faut que les partis, quand vous écoutez un peu les partis de la mouvance, la Renaissance nationale, Moël Béné, ils sont pas d'accord. Donc, j'ai dit, et quand vous prenez par exemple la FCBE, qui a dit, au lieu de toucher à la révision de la Constitution, on peut résoudre les options de la Cour constitutionnelle par rapport à la légalité des élus. Ils ont proposé qu'il y ait décalage de date, je crois, de 4 jours, de 8 jours, on va passer à 12 jours. Ils ont fait leur démonstration. Je dis, pourquoi ne voulons-nous pas aller sur ce chantier-là? Moi, je dis, je souhaiterais qu'au niveau de l'Assemblée nationale, encore que la proposition de Hassan Seibou a déjà reçu l'assentiment du groupe parlementaire du Bloc républicain, et je crois que le groupe parlementaire UP Le Renouveau aussi vient de donner son assentiment pour accompagner le projet de Hassan Seibou. Donc, ceux qui sont à l'Assemblée nationale... Ça veut dire qu'ils sont en train d'échapper à la volonté du chef de l'État. Oui, non, est-ce que c'est à la volonté du chef de l'État? Eux, ils luttent pour qu'on leur donne la possibilité de parrainer le duo. Ça, c'est ça. Parce que, quel rapport cela a avec ce que la Cour demande? Et j'ai dit, pourquoi, j'ai suivi un député sur un plateau de télé dit, oui, c'est vrai que en introduisant les réformes dans la Constitution de 2019, nous avons certainement commis des erreurs, nous sommes revenus pour réparer les erreurs que nous avons commises. J'ai dit, soit. C'est assez facile. J'ai dit, soit. Est-ce que ce sont ces problèmes au niveau des dates, c'est seulement au niveau des dates qu'il y a des erreurs qui ont été commises? Moi, je dis, il faut revoir le cas de la vice-présidence. Il faut revoir le cas de la vice-présidence en cas de vacances. Comment se fait-il que le président de l'Assemblée va diriger après 112h48, le président de l'Assemblée ne prête pas serment, c'est le vice-président qui devient, et le vice-président qui a été élu, et en duo devient président, et maintenant c'est lui qui désigne à son tour un vice-président. Ça pose un problème. Un vice-président qui est appelé à remplacer le chef de l'État, qui ne siège pas en Conseil des ministres, comment va-t-il gérer la suite du pays? Ça pose problème. On dit, le chef de l'État peut aller faire des prêts. Et il a 90 jours pour informer l'Assemblée nationale. Il y a problème. On a dit, on donnera la possibilité à la HAC désormais d'élire son président. On va pas donner. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels les gens ne se sont pas entendus, parce qu'au moment où on a voulu réviser cette constitution, on a fait le dialogue politique avec la FCVE, et ça a servi de caution morale pour toucher au texte. Je dis aujourd'hui, il faut prendre en considération les propositions de toutes les forces politiques. Ce n'est pas seulement les 3 partis qui sont à l'Assemblée nationale qui font la politique. Encore que ils prennent l'argent du contribuable béninois pour animer la vie publique, la vie politique. Moi, je n'en vois rien. Les partis qui ne sont pas à l'Assemblée nationale sont en train de bouder. Mais sérieusement. Mais c'est pourquoi j'ai dit... Ils se disent qu'on ne peut pas les écarter. Peggy, normalement, les partis de la mouvance, c'est-à-dire que les deux qui sont à l'Assemblée nationale, devaient faire appel à tous les autres partis de la mouvance pour échanger, pour leur dire quelles sont les vraies intentions qu'ils ont par rapport à la révision. Je crois que la Renaissance nationale a dit quelles sont les vraies intentions qui sous-tendent la révision de la Constitution. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, bon, donc il faut que les partis de la mouvance se retrouvent, qu'on soit à l'Assemblée ou on ne soit pas, on doit avoir une quinzaine de partis politiques, que les partis de la mouvance se retrouvent dans un creuset, que chacun apporte sa proposition, qu'on étudie pour voir. Parce qu'il faut faire une révision, si on devrait faire une révision, il faut faire une révision consensuelle. Et que de l'opposition aussi, on fasse la même chose. Mais j'estime, je suis pas juriste, encore que aujourd'hui, certains juristes ont montré leurs limites. Je voudrais que l'on essaie d'abord de répondre
à l'injonction de la Cour constitutionnelle. S'il y a impossibilité de trouver une solution, on verra ce qu'il faut faire, mais ne pas prendre en considération ce qui a été dit et laisser ça de côté carrément et enclencher le débat, moi, ça me pose un problème. Alors, cela pose véritablement un problème à toute la nation, parce que ceci risque d'arriver, puisque c'est le schéma auquel on est en train d'aboutir là, c'est que les députés décident de laisser de côté l'injonction de la Cour constitutionnelle. Quel schéma vous voyez et comment pourrait-on gérer ce cas-là? Vous savez, pour qu'il y ait recevabilité, il faut débaucher un député quelque part. Il faut débaucher un député quelque part. Est-ce que finalement, ils ne vont pas concéder la loi sur l'amnistie pour pouvoir obtenir ceci d'eux? Vous savez. C'est les schémas qui peuvent se présenter. Vous venez de parler de loi d'amnistie. Qui vous souviennent que le chef de l'État a dit devant une délégation du parti, les démocrates, il y aura. Ne le fera pas. Et vous avez vu, quelques jours après, la commission des lois a rejeté la loi sur l'amnistie. Et vous avez suivi un peu les députés comme Salifou Saleh qui disait que il ne revenait pas à l'opposition de proposer une loi sur l'amnistie. Ça devrait provenir de la mouvance. Donc il y a eu des antécédents. Et ça a fâché un peu, comment vous appelez, l'opposition qui a refusé de donner, qui a voté contre le budget. Donc aujourd'hui, après le chef de l'État a reçu à tour de rôle au palais et a discuté avec eux de comment faire par rapport à l'injonction. On a demandé aux députés, les démocrates, par rapport à l'injonction de la Cour, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit, bon, eux ne savaient pas que c'est de ça qu'ils allaient parler, donc ils n'ont pas réfléchi. Ça pose un problème, ça veut dire, quelles sont les intentions réellement? Je dis une chose, Jusque-là, les démocrates ne sont pas retournés voir le chef de l'État pour leur dire leur avis, Puisque, entre-temps, la proposition de loi de Hassan Seibou est passée par là. Pour moi, je ne sais pas si la première monture que j'ai vue avait été signée par l'honorable Hassan Seibou seul. Est-ce que c'est faisable? Maintenant, est-ce qu'en temps, on n'a pas repris et permettre à beaucoup? Parce que c'est vrai qu'il peut avoir l'initiative. Mais pour que la proposition de loi passe, il faut qu'il y ait un certain nombre de signatures. C'est ce que je sais. Est-ce que ça a été finalement fait? Maintenant, je vois que tous les députés de la mouvance sont derrière la chose. Mais visiblement, parce que ce n'est pas parce que certains députés ne parlent pas qu'ils sont d'accord. Il y a ce qu'on appelle peut-être... Il y a la règle de la majorité qui va s'imposer. Non, je n'ai pas la règle de la majorité. Je parle de la mouvance même. Est-ce que tous ceux qui sont au sein de la mouvance là adhèrent au projet? Est-ce que c'est pas l'omerta qui continue? C'est l'omerta. Vous n'êtes pas d'accord, vous avalez ça et puis bon, ça passe. Parce que vous êtes de la majorité, il y a que... Au-delà de ce qu'on dit, le chef de l'État a toujours la même mise sur la majorité. Parce que des gens ne pensaient pas être députés, mis sur la liste comme ça. Vous savez qu'il y a eu débat autour du critère de sélection de ceux qui devaient être députés. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais pensé être députés, mais qui sont devenus députés. Du coup, ils font allégeance. Il y a des gens qui ont eu à gérer les affaires dans ce pays, qui ont fait yo-yo avec l'argent du contribuable béninois. S'ils ne savent pas faire, ils vont se retrouver devant la criette et puis voilà, ils vont atterrir à Misérité. Il y a que beaucoup de personnes sont là, même si c'est pas bon, ils peuvent pas le dire. Aujourd'hui, tout le monde dit, mais le temps passe. On ne veut pas résoudre l'injonction de la Cour constitutionnelle. Est-ce que la Cour ne veut pas s'auto-saisir à nouveau pour dire désormais, comme vous refusez de faire ce que je vous demande, moi je vous impose ce qui doit être fait. On a déjà vu ça. Donc il faudrait qu'on fasse attention. Nous sommes sur un terrain politique. Il faut qu'on arrête la diversion. Moi je voudrais bien que la commission des lois se retrouve rapidement et propose des solutions par rapport à l'injonction de la Cour, qu'on ramène le débat en plénière. Et si en plénière, on se rend compte que, bon, en touchant certains articles du Code, il faut aller vers la Constitution d'accord. Parce que ce que j'apprends, c'est que désormais, le parrain ne doit plus être seul. Le parrainage doit être co-signé par le président du parti. Ça veut dire que quoi? Ça c'est encore une autre réforme. Donc, ça veut dire quoi? Si le président du parti n'est pas d'accord
avec celui à qui vous êtes dans votre partenaire systématiquement devient invalide. Et ça pose un problème, c'est ça. C'est un manque de confiance, c'est une façon de contrôler. Et suivez mon regard. Donc, je dis, là aussi, ça pose un problème. Hassan Seybour n'a pas cherché à régler ça. Lui, son problème, c'est d'organiser la présidentielle avant les autres élections et de permettre au président élu de maîtriser le Parlement. C'est ça la réalité. Donc, il y a visiblement un contraste entre ce que dit le chef de l'État. Lui veut que ce soit les nouveaux élus, les 117 maires et les 109 députés élus nouvellement, fraîchement installés, qui accordent leur parrainage au duo présidentiel. Mais Hassan Seybour dit, on maintient le statu quo, mais je propose qu'on reprenne, c'est-à-dire que nous revenons à ce qui se faisait. A dit que, bon, la présidentielle, on ne va pas faire... Normalement, ce que nous faisions, c'était... Ils ont trouvé qu'il faut les élections générales. C'est pourquoi je dis, si en 2019, quand on avait voulu faire la révision, on avait pris le temps d'écouter toutes les voix, parce qu'il y a des gens qui ont fait le travail. Je parle du professeur Joël Aïbo, je parle de mon ami Nouridine Sakasaleh, qui ont fait des propositions, et puis bon, on n'a pas voulu les écouter, parce qu'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale, non. Je dis, à ce moment précis-là, c'est pas une question politique, c'est une question de sachants. Il y a des sachants. Encore que moi, je ne connais pas de constitutionnalistes à l'Assemblée nationale, je n'en connais pas. À la commission des lois, s'il y en a, bon, c'est pas là le problème. C'est à chercher. Je dis, voilà, il faut faire, et si on ne fait pas le travail scientifique, c'est pas partout on fait politique. Nous avons fait l'expérience de 2019. En 2017, la première tentative a échoué parce qu'il y avait Guy Mitokwe. En 2018, la deuxième tentative a échoué, mais ils n'ont pas cru devoir prendre par la voie référendaire parce qu'ils savent que par la voie référendaire, c'est pas évident. Et c'est là, au lendemain de la deuxième tentative, l'échec de la deuxième tentative, que quelqu'un nous a dit que désormais il faut gouverner avec ruse et rage. On a vu en 2019, le Parlement était à 100% acquis à la cause du pouvoir en place. Et là, on en a profité notamment pour réviser la Constitution. Mais malheureusement, on n'est pas allé de façon scientifique. On est allé de façon politique. On y a introduit ce que les gens appellent des erreurs matérielles dans la loi. Aujourd'hui, on se rend compte que on a été rattrapé soi-même par ce qu'on a mis comme innovation. Et aujourd'hui, je dis, on laisse la Constitution en l'état. Moi, je propose qu'on laisse la Constitution en l'état, qu'on aille répondre à l'injonction de la Cour, et que si on devrait éventuellement faire une révision de la Constitution, que tout le monde soit associé, tous les 15 partis politiques régulièrement inscrits, que la société civile soit associée, que les sachants, on en a à l'université, que les sachants aussi soient associés pour que nous ayons une révision constitutionnelle. Parce que le timing, beaucoup ne sont pas contre la révision de la Constitution, mais c'est le timing qui pose problème. Pourquoi? La première fois... Il y a de la suspicion. Oui, la première fois, en 2019, c'était 2 ans avant la fin du mandat, et puis ça a posé problème, vous avez vu, non? On n'a pas bien ficelé le code quand on a désigné les premiers, mais on s'est rendu compte que il y a que la partie majoritaire. La partie majoritaire ne peut pas forcément désigner. Vous avez vu Porto Novo, vous voyez l'exemple de Porto Novo avec le code qui dit 10%. C'est ça à corriger. Porto Novo a un maire qui n'a pas été élu par la population de Porto Novo, parce qu'il y a la loi des 10% qui a empêché le PRD d'avoir la mairie de Porto Novo. Celui qui est là, c'est pas celui qui a été désigné par les populations. Donc, il faudrait corriger le code électoral. Laissons la Constitution. Si les gens se sont rendus compte qu'ils ont fait une mauvaise Constitution et que ça se retourne contre eux, ils n'ont qu'à digérer, c'est tout. J'aurais dit encore 3 minutes pour finir cette émission. Écoutez, au Bénin, le ridicule ne tue pas. Je l'ai dit, évoqué tout à l'heure, et vous avez semblé, n'est-ce pas, battre en brèche. Ce que je disais, c'est pourquoi je vous accable, n'est-ce pas, souvent de zélateurs du pouvoir, de laquais du pouvoir. Et donc, dès lors que... Pauvre de moi. Dès lors que le chef de l'État n'était pas d'accord avec la loi sur l'amnistie, vous avez vu ce qui s'est passé. Oui, je n'en disconviens pas. Voilà. Allons-y. OK. Dès lors que le chef de l'État, entre-temps, a dit qu'il est contre, n'est-ce pas, la loi sur l'amnistie, vous avez vu ce qui s'est passé. Pourquoi, dans le cas d'espèce, on ne peut pas faire la même chose? Pourquoi on ne peut pas faire pareil? Qu'est-ce qui bloque? Le chef de l'État contrôle sa majorité. Donc, à partir de ce moment-là, il doit pouvoir le dire, bon, écoutez, dès lors que je ne veux pas de polémiques, je ne veux pas des histoires, je ne veux pas de suspicions, tout ça, la crise de confiance et tout ce que vous voulez, retirez-moi cette affaire-là et puis c'est fini. Concentrez-vous sur ce que la Cour constitutionnelle demande. Et à ce propos, les OS ont été clairs. Elles ont fait une très belle proposition. N'est-ce pas? Qui pourrait, n'est-ce pas, déterminer
et les députés aiment mieux faire. D'accord? Quand je prends par exemple, on dit les organisations de suivi du Parlement sous le lead de Social Watch tiennent à affirmer avec force qu'aucune des modifications, n'est-ce pas, ordonnées par la Cour constitutionnelle n'emporte une nécessité de réviser la loi fondamentale du Bénin. 1. Je prends la conclusion. D'accord? Je vous passe de tous les autres détails. En portant, n'est-ce pas, le délai de la déclaration de candidature à 60 jours avant le démarrage de la campagne électorale, il sera évité de confusion par rapport aux maires devant parrainer les candidats aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République en 2026, en se limitant aux maires issus des élections communales de 2020. Est-ce que c'est pas clair? Pourquoi les députés ne peuvent-ils pas, n'est-ce pas, s'inspirer de cette proposition? Ce sera votre conclusion. Pourquoi les députés? Donc, s'il n'y a pas anguille sous roche, ils n'ont qu'à retirer cette affaire, se concentrer sur ce que la Cour demande. Hein? Se concentrer sur ça et puis s'aligner, n'est-ce pas, sur la proposition qu'a fait, par exemple, les organisations de la société civile. Hein? Et ce sera votre mot. Merci. Et puis, ce débat est clos. On passe à autre chose, là. Et pour cet éclos, merci à chacun et à tous. Alphonse Maurice Soudé, analyste politique. Ishola Diguin, analyste politique. DP de Providential News. Merci d'avoir été avec nous. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied.